Bonjour à tous et bienvenue dans la rétrospective de l'information de ce dimanche, tout en économie, et qui s'ouvre par l'élection à la Chambre de commerce. Le vote s'est déroulé lundi dernier dans un contexte particulier. Plus de per diem pour les fonctionnaires camerounais lors des séminaires. L'annonce faite par le ministre des Finances a fait le tour des médias camerounais. La Commission bancaire d'Afrique centrale, COBAC, veut faire respecter la réglementation. Elle annonce par ailleurs quelques sanctions pour les banques qui ne s'arriment pas en ce qui concerne les conditions de banque au Cameroun. Et puis vignette sur les produits à base d'alcool et de tabac. L'opération annoncée pour le 1er janvier 2012 traîne encore le pas. Élection à la Chambre de commerce, on est passé au vote lundi dernier dans un contexte particulier. Au moins 95 000 électeurs annoncés. Suivez ce reportage de Ruben Malik Njoumbissi. C'est effectif. Les opérateurs économiques se sont rendus aux urnes ce 17 janvier pour élire leurs représentants à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat. Une échéance électorale qui va entériner le renouvellement des 160 membres de l'Assemblée plénière de la Chambre. Dès l'ouverture des bureaux de vote, à 9h30 ce matin, l'on observait l'arrivée sporadique des électeurs laissant perplexes quant au taux de participation. Une tendance qui s'est très vite renouvelée, surtout dans l'après-midi, portant le taux de participation à environ 70%. Nous voulons le changement, que tout a changé. Les gens que nous votons comme ça, il faut que nous soutiennent là-bas haut. Ce qui me motive de venir voter, c'est que je veux des meilleurs représentants à la Chambre de commerce et d'artisanat, puisque le secteur artisanal est quelque peu abandonné et j'espère que nos représentants vont aller défendre notre cause plus haut. Nous sommes motivés parce qu'on ne nous connaît pas dans l'administration. Quand tu viens te défendre seul, tu ne connais sur quel point te baser pour avoir raison. Toujours les autorités viennent ici au marché, ils ont toujours raison. Ils sont toujours au-dessus des commerçants. Et ça misère. Le ton a été donné ce matin au siège de l'institution par Christophe Eken, le président sortant. Il a compris le pouvoir de l'électeur de la Chambre de commerce en tant que ressortissant de la Chambre de commerce. Je suis de chaque poste et ça s'est très bien passé. Je vois que vous êtes en train de donner des éléments. Donc je me suis donné mon légitimité. Merci. Il faut dire que les enjeux de cette élection sont énormes. Au-delà de l'exercice de ces missions régaliennes nécessaires au bon fonctionnement des entreprises et au développement économique, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat va s'investir dans la création des ressources propres, histoire de mieux conduire ses multiples missions économiques et sociales. Nous parlerons abondamment d'économie dans cette émission, notamment avec Marius Bahar. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes économiste, associé gérant du cabinet gestionniste. Si, cabinet conseil en management, oui. Voilà, vous êtes également membre du MECAM. Membre du MECAM, membre du groupe d'experts financiers du MECAM. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous revenons sur l'actualité de la Chambre de commerce, notamment avec les élections de lundi dernier. Alors, d'après la Chambre, 95 500 personnes ont été inscrites pour le vote. Parmi elles, 45 000 commerçants, 13 000 de la région du littoral, soit 30% du corps électoral. Alors, que traduisent ces chiffres selon vous? Ces chiffres traduisent l'engouement du monde entrepreneurial pour la Chambre de commerce, mais également pour les perspectives d'amélioration de son fonctionnement qu'a essayé de mettre en place la nouvelle équipe. Ce que nous estimons intéressant, c'est de voir le nombre de petites et moyennes entreprises qui se sont inscrites et qui ont participé au vote. Car le cœur du métier de cette Chambre, c'est d'assurer la promotion des entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises. Nous pensons qu'avec autant de PME, il sera donc facile aujourd'hui d'assurer leur bon fonctionnement et leur bonne gestion. Et nous œuvrons, nous les cabinets, pour que ces PME-là jouent un rôle fondamental dans l'optique de l'émergence économique. Vous savez que le développement ne peut passer que par l'initiative privée, essentiellement par les petites et moyennes entreprises, et constitue 99% de l'ensemble du tissu entrepreneurial de notre pays. Plus on met l'accent sur les PME, plus on assure l'émergence économique. Alors en tant qu'économiste, est-ce que vous êtes satisfait?
de la couverture de la Chambre de commerce? La couverture, elle est assez bien faite, puisque, n'oubliez pas, le dernier décret en date signé par le chef de l'État a ajouté une ligne, l'artisanat. Donc quasiment l'ensemble du système économique et socio-professionnel de notre pays est représenté à la Chambre de commerce. Maintenant, il aurait peut-être fallu avoir plusieurs listes pour avoir des programmes différents et essayer de voir un peu qui a quelque chose d'autre à proposer dans l'optique, encore une fois, de l'émergence en 2025. Mais pour l'instant, je pense que les composantes de la Chambre de commerce sont conformes au tissu socio-professionnel de notre pays. Alors le président sortant Christophe Eken annonce de nouvelles ressources pour le fonctionnement de la structure qui était jusqu'ici financée à 60% par le gouvernement camerounais. Est-ce que vous pensez que l'institution sera capable d'assumer? Justement, l'État ne peut pas tout faire. L'État recrute des jeunes fonctionnaires comme les 25 000 que le président de la République a fait recruter l'année dernière, mais il est temps que les entreprises comprennent qu'elles doivent participer aussi au développement économique de notre pays. Je pense que c'est une bonne chose de mettre les entreprises à contribution parce que, encore une fois, le rôle de la Chambre de commerce, c'est d'assurer la promotion économique de nos entreprises au Cameroun comme à l'étranger. Il y a beaucoup de missions qui sont accomplies par cette Chambre de commerce au bénéfice des entreprises. Il est donc normal que les entreprises étant les premiers bénéficiaires de la Chambre de commerce, qu'elles contribuent aussi à son fonctionnement. Donc c'est une bonne mesure et ça va responsabiliser davantage les membres de la Chambre de commerce qui ne verront plus simplement comme une chambre d'enregistrement, mais également comme une chambre capable de promouvoir leur propre business. Le ministre des Finances supprime les perdièmes des fonctionnaires lors des séminaires. Alamine Ousmane May veut saisir le taureau par les cornes. L'autorité fait savoir que le perdième n'est autorisé que dans le cadre du fonctionnement des comités conformément à la circulaire du Premier ministre en date du 27 mai 2010. Reportage. Elle fait la une des grands quotidiens de la place. La circulaire du ministre des Finances qui rappelle à l'ordre les fonctionnaires au sujet des indemnités de déplacement et des frais de transport. Et voici le document publié par Cameroun Tribune le 13 janvier dernier. Un document de 24 pages qui reprend intégralement celui publié l'an dernier, c'est-à-dire en 2011. En fait, cette publication n'est pas un fait nouveau, dit un inspecteur national des services du Trésor rencontré ce 18 janvier. Elle est publiée chaque année depuis les indépendances, mais celui de 2012 a quelques innovations. À partir de 2012, en plus de l'exécution et du contrôle de l'exécution, nous sommes chargés de faire le suivi. C'est pour cela que le ministre a bien précisé, avec le visa du Premier ministère, que cette circulaire porte sur les instructions relatives à l'exécution, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'État, des établissements publics et des collectivités territoriales décentralisées. Dans les faits, les ordonnateurs, les directeurs et les ministres accordent généralement des missions aux personnes juste pour qu'elles bénéficient des frais de mission pendant des semaines, voire des mois. Le ministre des Finances, à travers cette circulaire, siffle la fin de la récréation. Désormais, nous n'allons plus nous borner à des contrôles a posteriori de l'exécution, à tout niveau de procédure, à tous les niveaux de procédure, que ce soit dans la phase administrative ou dans la phase comptable des dépenses publiques, les services chargés du suivi de l'exécution du budget pourront intervenir pour rectifier le tir, corriger ou arrêter la procédure. Dans l'opinion publique, la circulaire est diversement appréciée. Ces PGM qu'on va les annuler, ça va augmenter les caisses de l'État et cela va remporter beaucoup d'argent. Le ministre des Finances, lui qui vient du secteur privé, gagnerait plutôt à assainir le fichier solde. Parce qu'il y a 9 milliards prélevés de façon frauduleuse dans le fichier solde. Avec la suppression des perdièmes dans les colloques et séminaires, l'émission était devenue une autre astuce pour les fonctionnaires de se faire de l'argent. Bon nombre de cadres de la fonction publique bénéficient de plus de 100 jours de frais de mission par an, pendant que d'autres n'en bénéficient pas. Cette circulaire du ministre des Finances n'est donc la bienvenue pour cette deuxième catégorie. Toute la presse en parle. Ce mercredi 18 janvier 2012, le ministre des Finances vient de proscrire le paiement des perdièmes dans le cadre des séminaires et colloques. Ces jetons de présence, émargés lors des rencontres, ont été évalués à plusieurs milliards de francs CFA. Une somme énorme pour une utilisation jugée complaisante. C'est pour les perfectionnement. Comment on va encore les payer? C'est eux-mêmes qui devaient débourser quelque chose. Mais quand il y a des choses comme ça, ce sont des agents qui devaient même s'arranger à y aller. C'est des gens qu'on choisit pour aller au séminaire, qui devaient même payer
Et quand son ministère, je sais que quand le ministère prend déjà en charge les formateurs de ces séminaires-là, c'est déjà beaucoup. Et sans qu'ils contribuent. Et encore, il faut encore le payer. À en croire les spécialistes, séminaires et colloques ne doivent leur succès qu'à ces perdièmes émargés au terme des travaux. De l'argent qui sort des caisses de l'État pour être remis à des fonctionnaires venus recevoir une formation à leur profit. Le ministre des Finances a sonné la fin de la récréation, la fin de la gabegie. Cette décision du ministre est un très grand avantage pour l'État qui désormais va faire des économies à hauteur de 150 milliards, ce qui permettrait de faire des investissements dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines qui pourraient aider la population, surtout la population jeune qui aujourd'hui est en quête de travail. Et mauvaise pour le particulier, celui qui va généralement en mission, qui désormais va se voir réduit dans son porte-monnaie de beaucoup de francs. La circulaire du 10 janvier 2012 porte un coup au porte-monnaie des habitués de séminaire qui y vont et y restent parce que c'est à la fin que la vraie raison de la présence est perçue, lorsqu'on émarge. Mais désormais, sans perdième, les fonctionnaires vont-ils encore se bousculer et portent des séminaires? Et les séminaires, quant à eux, seront-ils toujours nombreux? En tout cas, Alamine Ousmane Meh en appelle à la prise de conscience pour réaliser les grandes ambitions. Il demande aux fonctionnaires de réduire leur train de vie, réduire le nombre des délégations qui accompagnent. Dans ces délégations, il y a les présences inutiles, des gens qui accompagnent par fantaisie et la facture est envoyée aux finances. Attention, Alamine Ousmane Meh ne paiera plus que les comités conformes à la circulaire du Premier ministre du 27 mai 2010 et ce, après que les pièces justificatives aient été soumises au contrôle financier. Au Cameroun, on dit souvent les habitudes dans la peau dure. Je me rappelle une fois, il y a un comédien qui disait, lorsqu'on a voulu enlever la lettre E à CEPE, il a fallu faire des séminaires, des colloques, juste pour enlever le E, pour partir de CEPE à CEP. Donc vous voyez, si on peut assainir cette rubrique budgétaire, ce serait une bonne chose. Bon, maintenant, l'utilisation qui va être faite, ça c'est aussi un autre point d'interrogation. En tout cas, le jeune argentier aux dents longues vient de révéler ses ambitions. En attendant, ce qu'il en sera dans la pratique, les répercussions s'annoncent nombreuses. Suivez mon regard. Marius Barra, vous n'êtes pas fonctionnaire, mais je voudrais bien savoir qu'est-ce que vous pensez de cette décision ministérielle. C'est vrai que je ne suis pas fonctionnaire, je n'ai pas de matricule, mais dans ma carrière professionnelle, quand j'étais salarié, j'ai travaillé un peu pour les entreprises publiques, donc le fonctionnement est à peu près égal à celui des administrations. Je pense que c'est une bonne mesure. Ça montre très bien que celui qui est désormais le grand argentier de notre pays sort vraiment du secteur privé. Et surtout, il ne faut pas oublier que le budget programme dont les esquisses commencent cette année et qui rentrera effectivement en fonction, si je puis dire, en exécution à partir de 2013, demande que l'on passe d'une logique de moyens à une logique de résultats. Et je pense que donner des perdièmes à des comités qui ne produisent aucun rapport ou qui produisent des rapports qui n'apportent aucun plus sur la marche de l'économie de notre pays, ça montre que le ministre a pris le taureau par les cornes, comme vous avez dit, et surtout qu'il veut absolument que l'argent de l'État serve effectivement à quelque chose. Donc désormais... Seulement les fonctionnaires ne semblent pas très d'accord avec l'autorité. Oui, mais ils vont devoir se conformer à la règle. Et désormais, pour qu'ils perçoivent des perdièmes, cela doit être justifié par un travail effectif. Parce qu'il ne faut pas oublier l'un des principes clés de l'administration dans notre pays, comme dans toutes les administrations, c'est le principe du service fait. Il faudrait peut-être qu'on prouve désormais toutes ces commissions et tous ces comités qui existent dans l'administration camerounaise, à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils produisent, quel est l'impact systémique de leur travail sur le corps social camerounais. Quand on verra cet impact-là, on pourra désormais chiffrer cet impact-là et rémunérer les gens en fonction de cet impact. Mais pour aujourd'hui, c'est l'occasion de mettre de l'ordre dans ces comités et de ne laisser en fonction que ceux qui servent effectivement au développement de notre pays. Alors, je voudrais quand même relever que ces perdièmes constituent un taux élevé d'investissement pour le gouvernement camerounais. On parle de plusieurs milliards de francs CFA qui pourraient être injectés dans les grands projets structurants. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement, c'est ça justement la logique du résultat, la logique de la performance dans laquelle nous devons aller pour atteindre l'émergence économique en 2025, tel que le président de la République l'a si bien prescrit. Je pense que cet argent-là devrait logiquement servir à financer beaucoup de choses. On vient de recruter 25 000 jeunes fonctionnaires.
Ça fait un poids énorme dans le budget de l'État. En faisant des économies de cette nature-là, comme jadis on a fait des économies sur le fichier solde, et on a trouvé qu'il y avait des doubles emplois, des morts qui étaient payés, etc. Et on a récolté énormément d'argent en assainissant ce fichier. Je pense que des mesures de cette nature-là sont justement de nature, c'est le cas de le dire, à relever le niveau de nos recettes en diminuant les dépenses de l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier les deux facettes de la gestion de notre budget, c'est la partie recettes, la partie dépenses. Autant agir sur les recettes, autant agir sur les dépenses. Et je pense que cette mesure va dans le bon sens et devrait désormais faire comprendre aux fonctionnaires que le travail effectif d'un fonctionnaire, ce n'est pas dans des commissions, c'est dans le travail pour lequel il a un matricule dans son ministère, dans son administration. Mais on a bien peur que des séminaires soient organisés dans les mois à venir en dehors des villes. Justement, c'est l'occasion pour le ministère de la fonction publique et le ministère des Finances d'assurer l'intendance de la mesure qu'ils ont prise. Parce que le grand problème dans notre pays, c'est que justement les mesures sont prises, mais l'intendance ne suit pas. Mais je pense quand même qu'encore une fois, le ministre venant du secteur privé, il sait comment ces choses-là se régulent. Et je pense qu'il va instiller une dose de privé dans la gestion de l'administration publique de notre pays. Et comme il a le pouvoir et l'avantage par rapport aux autres de tenir les cordons de la bourse, donc il a les moyens coercitifs pour que cette politique-là aille jusqu'à son terme. Et nous ne pouvons que nous, dans le secteur privé, approuver ce genre de mesures qui assainissent quelque peu les ressources de l'État. Les responsables de la commission bancaire d'Afrique centrale, COBAC, ont fait savoir lundi à Douala qu'ils pourraient passer à des sanctions sévères en vue de faire respecter la réglementation sur les conditions de banque de la sous-région Afrique centrale. Reportage. L'accès aux services financiers contribue à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Cependant, la majorité des populations de la CEMAC n'a pas accès aux services financiers, tout comme un nombre de PME dont le rôle est déterminant pour le processus de développement. Ainsi, au cours de la 4e rencontre annuelle du président de la COBAC avec les dirigeants des établissements de crédit de la CEMAC, Lucas Abagantama a tenu à repréciser les choses. Nous voudrions que les banques respectent la réglementation en vigueur, qu'il y ait davantage de concurrence, qu'il y ait davantage de moins d'asymétrie d'information au profit du public. Au cours des travaux, une plateforme d'échange tenue secrète entre la COBAC et les établissements de crédit a été instaurée. Une plateforme crédible parce que entièrement automatisée, modernisée et sécurisée, permettant ainsi un véritable contrôle des établissements de microfinance. Alors Marius Bara, un point qui nous a semblé quand même fondamental au cours des travaux de concertation de la COBAC ici dans la capitale économique, c'est naturellement l'amortissement des coûts de fonctionnement des banques. La question a abouti à l'augmentation des frais généraux des banques. C'est une bonne nouvelle? L'augmentation des frais généraux des banques, c'est pas une si bonne nouvelle que ça. Mais le fait de mettre en application les mesures qui ont été prises dans le sens de suivre les frais que les banques font supporter à leurs clients, ça c'est une bonne mesure. Parce qu'il y a une panoplie de frais qui apparaissent dans les relevés de compte qui ne correspondent pas vraiment aux desiderata des clients. Il y a souvent quelques frais là qui confinent un quelque peu à la vente forcée. Des services que vous n'avez pas demandé mais que vous retrouvez, des services qui vous sont donnés de façon, j'allais dire concomitante, en package, où vous prenez ça lors de l'ouverture du compte ou vous n'avez pas une ouverture de compte. Mais je pense que la COBAC devrait, dans ce sens-là, après avoir réussi depuis une vingtaine d'années la restructuration du secteur bancaire dans notre sous-région, qu'elle aille encore plus loin, après avoir imposé les règles de solvabilité du comité BAL. Maintenant, nous, dans le secteur privé, notamment lors des travaux du comité d'experts du BECAM, nous pensons et nous avons réfléchi à notre niveau pour ce qui est du rôle de la BEAC et de son bras séculier qu'est la COBAC. Comment faire pour que ces banques-là, qui sont aujourd'hui sur liquide, justement parce qu'elles ont amassé énormément d'argent de cette nature-là, qu'est-ce qu'elles font de cet argent? Il y a de la surliquidité de leur côté, et en face, les petites et moyennes entreprises ne sont pas financées. Nous demandons donc que cet argent-là, et que cette politique que veut mener la COBAC et la Banque centrale africaine aille dans le sens du financement de l'économie, et que l'argent que les banques récoltent ne serve pas simplement à gonfler leur solde au niveau de la BEAC, mais serve également à financer l'économie. Alors nous y reviendrons tout à l'heure, mais on observe généralement que les établissements bancaires de la sous-région Afrique centrale sont un tout petit peu réticents quant à l'observation des normes harmonisées en ce qui concerne les conditions générales de banque. Alors, la COBAC, selon la COBAC, cela pourrait être la résultante d'une mauvaise interprétation des textes. Est-ce que c'est avéré?
Disons qu'il faudrait voir un peu, mais je pense pas quand même qu'à ce niveau. Les banques qui au Cameroun sont des banques avec un personnel hautement qualifié et certaines qui sont des filiales de multinationales. Je pense pas que alors c'est une affirmation gratuite de la part de la COBAC. Non, c'est pas une affirmation gratuite, mais peut-être ça fait partie de l'expertise qu'ils ont acquise. Vous savez qu'ils contrôlent les banques tous les jours et ils sillonnent les 6 pays, la zone CEMAC. Donc ils ont beaucoup plus d'éléments que nous pour savoir exactement ce qu'il en est. Mais je pense que c'est difficile même dans les grands pays. Les banques ont du mal à appliquer les lois qui restreignent un peu leurs ressources. Et on est obligé, l'État est obligé de rejouer son rôle de régulateur, son rôle catalytique et d'impulser dynamique, parce que seul l'État peut garantir l'intérêt général. Les banques, ne l'oublions pas, ne font pas dans la philanthropie. Ce sont des entreprises commerciales qui ont un but, faire du profit. Et tant qu'elles pourront le faire sur le dos de leurs clients, elles le feront. Donc il faut que les organismes publics soient là pour réguler. Et la COBAC est dans son rôle en jouant de cette nature-là. On comprend très bien que les banques ne soient pas des entreprises de philanthropie, puisqu'on parle de frais de tenue de compte qui sont sans fondement légal. Alors qu'est-ce qui justifie se laisser aller? Se laisser aller, vous savez, quiconque a du pouvoir est fondé à en abuser. C'est dans l'esprit des lois de Montesquieu. Les banques se sont rendues compte qu'il n'existant pas de loi pour ce qui est des principales commissions qui rentrent dans un compte, elles ont créé des commissions que seules elles sont capables de comprendre. Donc il était temps que le ministre des Finances, le ministère des Finances, qui est la tutelle technique des banques, mais également la COBAC, qui est un peu l'organe régulateur du secteur bancaire en Afrique centrale, prenne le taureau par les cornes et fixe les normes. Parce que tant que les normes ne sont pas fixées, le pouvoir est déséquilibré entre les clients et les banques. Les banques sont extrêmement puissantes par rapport à leurs consommateurs. Vous savez, dans notre pays, les associations de consommateurs n'ont pas encore la puissance des associations de consommateurs des pays développés. Donc il faut donc que l'État et les organes de l'État puissent jouer ce rôle et imposer des lois pour que ces normes-là qu'elles nous imposeront soient suivies par les banques. Parce que pour l'instant, ceux qui trinquent, passez-moi l'expression, ce sont les consommateurs, ce sont les clients. Alors, au cours des travaux, il y a un aspect également fondamental qu'on a relevé. Il s'agit de la tarification des crédits qui reste très élevée dans certains pays du sud du Sahara et également de l'Afrique du Sud, mais ce n'est pas le cas au Cameroun. Je voudrais bien comprendre qu'est-ce qui fait la force du Cameroun. La force du Cameroun peut-être parce que nous avons un tissu bancaire beaucoup plus large, mais également un ensemble d'entreprises et surtout de microfinances qui sont nombreux. Vous savez, les grandes banques ont favorisé sans le vouloir la création des établissements de microfinance. Pourquoi? À partir du moment où ils ont commencé à mettre des seuils pour l'ouverture des comptes, ceux qui avaient moins de 100 000 francs par exemple se sont rabattus vers les microfinances. Aujourd'hui au Cameroun, on compte plus de 450 établissements de microfinance. Donc c'est ça la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a des gens qui offrent un service sur le marché, moins le prix de ce service est élevé. Et nous pensons que c'est justement parce que le tissu économique au niveau de la banque est large, assez large au Cameroun, ça a permis de maintenir les coûts à un niveau acceptable. Mais tel que les choses vont, les banques vont peut-être reprendre ce qu'elles ont perdu de la main gauche, le reprendre par la main droite. C'est pour ça qu'encore une fois, nous appelons de tous nos voeux l'intervention de l'État et des organes de l'État pour réguler ce secteur-là, notamment au niveau de la tenue des comptes. Parce que non seulement elles ne prêtent pas de l'argent aux entreprises, mais elles asphyxient ces entreprises. Alors c'est justement ce que je voudrais évoquer tout de suite, mais de 43 à 45 banques, on constate quand même que le paysage bancaire s'élargit, mais les financements ne suivent pas en ce qui concerne les grands projets. Qu'est-ce qui fait blocage? Les banques n'ont pas confiance? Justement, les banques n'ont pas confiance. Vous savez, les banques ont perdu un peu l'essence de leur métier. Le métier premier d'une banque, c'est financer l'économie. Maintenant, elles ne financent plus l'économie, elles sont dans les activités spéculatives, ce qui donne la crise que nous avons aujourd'hui. Elles ont carrément une progression de 17% en 2011. Voilà, mais quand on va regarder d'où vient cette progression, c'est pas dans le financement de l'économie, c'est pas dans l'économie réelle, c'est certainement dans l'économie spéculative. Mais le drame avec ça, c'est que l'économie étant spéculative, tôt ou tard, la bulle spéculative créée par ce type de financement-là aboutit au résultat que nous avons aujourd'hui avec la crise financière, la crise des subprimes et les conséquences 3 ans, 4 ans et demi après. Ce que je voulais dire, c'est il faut une bonne fois pour toutes régler ce problème de financement. Et je pense que le chef de l'État l'a dit dans son discours, il s'adresse à la jeunesse, mais on peut reprendre ça pour tout le monde. Il faut oser, il faut innover, il faut créer. Je pense qu'il est temps. On a pensé, par exemple, taxer les transactions financières internationales, c'est la taxe Tobin. Il faudrait peut-être penser à notre niveau, au niveau national, comment faire pour taxer les fonds oisifs des banques qu'elles n'utilisent pas, qu'elles ne mettent pas sur le marché pour le financement des entreprises. Je m'explique. L'argent qui ne sert pas à financer l'économie, à financer les entreprises, à financer les particuliers, devait être taxé de manière beaucoup plus forte que l'argent qui sert à financer l'économie. Donc je pense que ce qu'ils ont comme trésor de guerre à la BEAC et ailleurs, cet argent-là, pour un homo economicus qui est un patron de banque, s'il voit que cet argent lui coûte plus cher en n'étant pas utilisé, il l'utilisera. Donc je pense que l'État, encore une fois, devrait penser à ce niveau-là, à comment
fiscaliser ce type. Alors, de façon concrète, quel peut être l'apport du gouvernement camerounais? L'apport du gouvernement camerounais, ce serait de jouer son rôle de leader dans la sous-région. Parce que ça, c'est le travail que la BEAC... Mais l'arbitrage risque d'être difficile quand même. Non, ça serait difficile, mais je pense que la volonté politique doit être ce qui prime. Nous pensons que dans la régulation de la vie sociale, c'est le primat du politique sur l'économique. C'est la volonté politique qui décide d'aller dans un sens ou dans un autre. Je pense que si les 6 chefs d'État membres de la CEMAC, plus leurs homologues de l'UEMOA, se mettent autour d'une table lors des réunions de la zone franc et décident d'une mesure de cette nature-là, exactement comme on est en train de faire pour la taxe Tobin. C'est un pays qui porte la taxe Tobin, la France. Mais demain, peut-être, d'autres pays suivront et on pourra enfin mettre cette taxe-là en évidence. Et je pense qu'on peut très bien créer une taxe de cette nature-là, taxer de façon très forte les fonds oisifs des banques qui ne servent pas à financer l'économie pour les inciter à financer notamment les petites et moyennes entreprises. Parce qu'encore une fois, il est incongru d'avoir d'un côté un système bancaire surliquide comme il est dans notre sous-région et en face des entreprises qui n'ont pas de crédit et qui ne peuvent pas se développer. Aucune entreprise dans ce pays, quel que soit le génie de son créateur, ne peut avancer si la trésorerie ne suit pas. Donc nous pensons qu'il est temps d'adapter le travail de l'État dans ce sens-là. Pousser les banques à financer l'économie pour qu'évidemment il y ait ce redécollage que nous appelons tous. Mais je voudrais quand même préciser que ça sera une opération suffisamment difficile parce qu'on constate que de façon générale, les banques font des résultats sur les activités en dehors de l'octroi des crédits. Alors comment est-ce que ça sera possible? Justement, c'est pour ça que je disais, comme on a libéralisé le secteur, mais ça n'empêche pas l'État. Vous savez, la crise actuelle a au moins une vertu, c'est qu'elle remet l'État au centre du jeu et que l'État doit être obligé à nouveau de jouer son rôle catalytique, son rôle d'État développementiste. Parce que le développement économique d'un pays ne peut pas être fait sans l'impulsion de l'État. Et nous pensons donc que c'est l'occasion ou jamais que l'État prenne son rôle à bras le corps et décide de pousser les banques par des mesures coercitives, mais également par des mesures, j'allais dire, incitatives. Donc c'est aux dirigeants de savoir exactement quelles mesures incitatives, quelles mesures coercitives prendre. Mais je pense que si l'État va dans ce sens-là, encore une fois, taxer fortement les fonds oisifs des banques, je suis sûr que ces banques, étant rationnelles dans leur gestion, elles feront tout pour financer. Nous, de notre côté, le secteur privé, nous leur mettons en place un système que nous avons expérimenté au sein du MECAM, que nous appelons l'outsourcing. Nous leur demandons de financer des entreprises, des petites et moyennes. Nous nous occupons de la gestion des entreprises. C'est le principe du management outsourcing. Nous demandons que ce principe-là soit pris en compte dans les discussions que nous allons avoir lundi avec le ministère des Finances et mercredi avec la primature lors de la réunion sur la sous-traitance. Autant d'idées novatrices que nous voulons mettre en exergue pour que le développement de notre pays aille exactement dans le sens que le chef d'État veut. Alors nous espérons tout naturellement que cela ne pourrait pas conduire à la faillite de certaines banques. Non, ça ne... partent simplement sur les bases de confiance. Non, ça ne peut pas être la faillite parce que le cadre est très bien normé. Il y a l'État, il y a les organismes patronaux, il y a les banques et il y a les cabinets privés. Et tout ça se fait sur une base contractuelle. Vous savez, on a réussi déjà à faire ce phénomène d'externalisation. Le crédit by le leasing, ça c'est l'externalisation de la fonction logistique. La facturage, le factoring, c'est l'externalisation du poste client. Il y a même des grandes entreprises dans ce pays qui ont externalisé la fonction comptable, la fonction fiscale. C'est-à-dire dans un service, dans une entreprise, vous n'avez pas de service comptable, vous n'avez pas de service fiscal, c'est un cabinet qui le fait. Nous demandons que comme les PME ont beaucoup de mal à être bien gérées, parce que vous savez, l'espérance de vie de nos PME, c'est 2 à 3 ans. Le gros problème de nos PME, c'est la gestion. Tant qu'elles n'aient pas normé leur gestion, ils ne pourront pas faire le business pour lequel ils sont faits. Nous nous proposons quoi? Que le promoteur se consacre à ce qu'il sait faire. Si c'est un boulanger, il se consacre à faire du pain. Si c'est un imprimeur, qu'il imprime. Nous prenons sur nous la gestion quotidienne. Comment mettre en place un bilan, comment mettre en place un compte de résultat, comment faire le rapprochement bancaire, etc. Voilà le travail des cabinets. C'est un peu l'apport du secteur privé au développement de notre pays. Voilà ce sur quoi nous voulons travailler dans les années à venir. Les vignettes sur les produits à base de tabac et d'alcool devraient rentrer en vigueur ce 1er janvier 2012, mais la mesure ministérielle tarde encore à prendre le pas. Le gouvernement camerounais voudrait savoir qui importe ces produits et d'où viennent le tabac et l'alcool commercialisés en territoire national. Reportage Serge Bondy. C'est déjà officiel. Le régime de la vignette applicable à certains produits manufacturés est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Il s'agit des opérateurs des secteurs du tabac et des alcools qui sont appelés à se présenter auprès de la Direction générale des impôts, division du recouvrement et du timbre, au plus tard le 31 janvier 2012, ceci sur instruction de Monsieur le ministre des Finances afin de passer leur première commande. Nous n'avons jamais été contre la vignette. Nous, ce qui nous inquiète et ce qui nous préoccupe, moi particulièrement,
c'est qu'est-ce qui est caché derrière ces vignettes-là. Puisque quand on parle de la lutte contre la contrebande, la contrefaçon, la fraude douanière, il y a au moins une trentaine de produits qui n'arrivent jamais par le port de Douala. Selon certains experts, cette vignette aurait pu concerner une trentaine de produits. Seulement 2 produits sont réellement ciblés. Les opérateurs des secteurs ont entrepris des démarches pour faire des propositions. Les produits mercurialisés qui n'arrivent jamais par le port de Douala arrivent par tous ces différents postes frontaliers. Et les soirs, 80%, voire même 90%, vont dans la poche des individus. Mais quand on parle de la lutte contre la contrebande, la contrefaçon, la fraude douanière, ça fait rire. Soit vous voulez protéger les multinationales, puisqu'ils font nous avons vu constater qu'ils font des conventions lyonines, qu'ils font des deals occultes. Les concernés devront présenter une déclaration de stock